Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. Alors, c'est une communication, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni amendement ni vote. Et j'ai essayé, au travers de cette communication, d'être le plus objectif possible autour de deux concepts que nous utilisons beaucoup dans nos discussions budgétaires, en particulier évidemment quand il s'agit des collectivités territoriales, qui sont l'autonomie financière et l'autonomie fiscale. Donc je voulais faire un petit état des lieux sur ces deux concepts et faire quelques recommandations. Donc vraiment, je suis là dans une logique de clarification et d'objectivation de notre débat. L'autonomie financière, dans un premier temps, l'autonomie financière, elle est à la fois définie par la Constitution et protégée par la Constitution. Donc l'autonomie financière a une vraie réalité de ce point de vue, à la fois dans la jurisprudence et à la fois dans les textes. Ce que dit l'article 72.2 de la Constitution, c'est que les collectivités disposent librement de leurs ressources, dont une part déterminante doit être constituée de ressources propres. Donc l'autonomie financière, ce sont les ressources propres. Les ressources propres incluent évidemment l'ensemble des impôts locaux, mais après une clarification du Conseil constitutionnel de 2004, elle intègre également des parts d'impôts nationaux partagés avec les collectivités territoriales, comme la TICPE, la TVA et autres. En revanche, il n'y a pas, et c'est clair, à la fois les DGF, les PSR, ce type de ressources qui ne sont pas ni des impôts locaux, ni des impôts partagés. Évidemment, tout ce qui est ce qu'on appelle les recettes tarifaires participent aussi à cette autonomie financière. Nous avons communiqué par la DGFiP chaque année les niveaux d'autonomie financière avec ce plancher qui date donc de sa constitutionnalisation en 2003. Et vous voyez, quand vous regardez les trois niveaux de collectivités territoriales, donc ce sont des sources DGFiP, vous constatez que l'autonomie financière augmente sur chacun de ces trois niveaux et qu'elle est en 2021 significativement supérieur à son niveau plancher, donc tel qu'il a été défini en 2003. Pour les régions, on est passé de 42% à peu près 78%. Pour le bloc communal, on est passé d'un peu plus de 60% à un peu plus de 71%. Et pour les départements, on est passé de 58,6% à pratiquement 75%. Les raisons qui expliquent cette augmentation de l'autonomie financière, elles sont à la fois positives et à la fois négatives, si vous voulez, en creux. Je vous en donne quelques-unes. La première, c'est que, évidemment, il y a une dynamique des recettes fiscales et des recettes fiscales propres. La meilleure illustration en ce moment, c'est l'augmentation des bases fiscales sur laquelle repose, vous le savez, à la fois la taxe foncière, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire ou la CFE. Elle augmente aussi en creux quand la DGF baisse, paradoxalement, dans le panier de recettes des blocs, comme c'est l'autonomie financière est un ratio. Quand la DGF baisse, eh bien, mécaniquement, vous avez une augmentation de l'autonomie financière. Les départements et les régions ont reçu également des ressources propres importantes, comme la TSCA et l'accise sur les essences et le gazole, anciennement TICPE, pour financer des transferts de compétences. Et puis enfin, EPCI, départements et régions ont reçu des fractions dynamiques de TVA en compensation de la suppression de la DGF pour les régions et de la CVAE, donc là aussi avec un effet positif. Donc, de manière tout à fait objective et non discutable, si vous me permettez, l'autonomie financière augmente année après année
pour nos collectivités territoriales, quel que soit leur niveau. La deuxième notion est, elle, beaucoup plus discutable, puisque, pour le coup, elle n'a ni définition pratique, et quand on parle les uns et les autres d'autonomie fiscale, il n'y a pas de définition, et elle n'est pas constitutionnalisée, il n'y a pas donc de texte sur lequel on peut s'appuyer pour parler de l'autonomie fiscale. Je me suis appuyé sur les travaux qui ont été faits dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales par nos collègues Charles de Courson et Christophe Giretti il y a 4 ou 5 ans, qui avaient déjà débroussaillé ce sujet-là et qui avaient proposé 3 niveaux ou 3 définitions possibles de l'autonomie fiscale. Ce que je propose, alors évidemment, comme on n'est pas dans une instance de décision, mais ce que je propose, c'est qu'il y ait un travail qui soit fait avec à la fois peut-être la DGCL, évidemment avec le CFL, avec les associations d'élus, pour essayer d'avoir à minima une définition commune de l'autonomie fiscale. Ce que je propose, c'est de m'appuyer sur la définition qui me paraît aujourd'hui la plus simple à comprendre, c'est le ratio entre l'ensemble des ressources locales, comme sur l'autonomie financière, et puis toutes les recettes fiscales sur lesquelles les élus ont un pouvoir de taux. C'est une définition qui me paraît extrêmement simple et qui est assez intuitive. Quand on dit aux élus, mais leur autonomie fiscale, ben oui, on n'a plus le pouvoir de taux, on a le pouvoir de taux. Ça reste évidemment le levier le plus important. Donc je vous propose cette définition. Quand on prend cette définition, il y a évidemment quelques points qui peuvent être discutés. Par exemple, les DMTO rentrent dans cette définition puisque les départements ont le pouvoir de taux, en partie, et c'est vrai aussi sur la part majorée de la TICPE. Même si, et il faut le constater, aujourd'hui, la très grande majorité des collectivités territoriales sont au plafond. Bon, mais l'autonomie, c'est pas nécessairement être au plafond. L'autonomie, c'est aussi être capable de faire baisser les taux. Mais non, mais je veux dire par là, c'est que pour respecter la proposition que je fais, voilà, je prends et je mets le doigt volontairement sur des éléments qui peuvent être l'objet de nos discussions suite à ma présentation. Donc il y a bien des recettes sur lesquelles les collectivités ont le pouvoir de taux, mais la majorité, sur les DMTO par exemple, on voit bien qu'on est pour beaucoup des départements au maximum. Mais c'est aussi pourquoi je l'ai gardé dans cette définition, parce que rien ne nous empêche, et ça a failli être fait d'ailleurs sous le mandat précédent, d'augmenter ces plafonds. Sur les DMTO, c'est une demande des départements qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Ils ont une demande pour qu'on augmente ce plafond qui leur permettrait de moduler le taux en fonction de leurs besoins. Ensuite, l'autre question qui était soulevée par le document de nos collègues, c'était la notion territorialisée. Quand on parle d'autonomie fiscale, souvent, on pense à la fois pouvoir de taux et recettes territorialisées. En fait, si vous prenez les recettes sur lesquelles il y a un pouvoir de taux, elles sont par définition territorialisées. Donc, est-ce qu'il faudrait y rajouter des recettes dans cette définition, des recettes sur lesquelles les collectivités n'auraient pas le pouvoir de taux, mais auraient un pouvoir d'assiette? On pourrait. Ça toucherait essentiellement la CVAE. Comme la CVAE est en voie d'extinction et que je trouve cette définition plus compliquée que la définition qui est simplement « j'ai ou pas un pouvoir de taux », donc j'en suis resté à cette définition d'une recette sur laquelle j'ai un pouvoir de taux. Élément suivant, je vous ai fait une liste des taxes qui rentrent dans cette proposition de définition d'autonomie fiscale. Et vous voyez, c'est assez visuel, qu'il y a un nombre de recettes assez important côté commune, avec un pouvoir de taux, évidemment, qui ne concerne pas les mêmes volumes, alors que l'autonomie fiscale côté département et côté région, on va le voir dans les chiffres, sont évidemment non absolument
rien à voir. Sur les départements, on n'a plus aujourd'hui que 2 taxes avec pouvoir de taux, le DMTO et la taxe d'aménagement. Et pour les régions, la taxe sur les certificats d'immatriculation et la majoration Grenelle de la TICPE. Donc voilà, visuellement, on peut quand même aussi dire que le pouvoir de taux des élus sur le bloc communal ne se réduit pas à la taxe foncière, ce qu'on entend aussi souvent. Il y a quand même d'autres taxes, 16 taxes exactement, et aussi, j'ai rajouté 3 taxes qui sont sur des territoires spécifiques, la taxe sur les remontées mécaniques, la taxe sur les carburants et l'octroi de mer, évidemment. Donc voilà, il y a quelques taxes qui sont très spécifiques à quelques territoires nationaux. Quand on regarde sur l'ensemble des collectivités territoriales, le produit de ces taxes sur lesquelles les élus ont un pouvoir de taux sont de l'ordre de 80 milliards d'euros en 2022, sur un total de 272 milliards d'euros, qui sont donc la totalité des recettes de fonctionnement et d'investissement des collectivités territoriales. Sur le bloc communal, on parle de 61 milliards, et là, vous avez, donc sur ces 61 milliards, vous avez une bonne moitié qui est représentée par la taxe foncière, d'où ce sentiment que c'est essentiellement la taxe foncière sur laquelle elles ont un pouvoir de taux, mais il y en a d'autres, la TEOM qui rapporte plus de 7 milliards, la CFE qui rapporte plus de 7 milliards, le versement mobilité qui est aux alentours de 5 milliards, etc. etc. Si on essaye, alors, autant sur l'autonomie financière, puisqu'il y a une définition, elle est donc calculée chaque année par les services de l'État. Évidemment, sur l'autonomie fiscale, puisqu'il n'y a pas de définition jusqu'à présent, personne ne la calcule véritablement. Si on la calcule, on aurait sur le bloc communal aujourd'hui une valeur de 35,8%, sur le département de 21,8% et sur les régions 9,8%. Donc vous voyez, ces faibles taux sur la région et les départements traduisent la slide d'avant, c'est-à-dire le faible nombre, tout simplement, d'impôts sur lesquels elles ont un pouvoir de taux. Quand on essaye, et ce sont des calculs personnels, donc ils sont évidemment le plus fiables possible, mais ils ne viennent pas des services de l'État. Sur le bloc communal, ça a baissé. Hein, on est passé en une petite dizaine d'années de un peu plus de 40% à 35,8%. Sur le département, ça a également baissé. On est passé de 30,2 à 21,8. Et sur les régions, on est resté, mais là, à un niveau extrêmement, extrêmement bas. Donc là aussi, si on se base sur cette définition, on constate qu'on est très loin des chiffres d'autonomie financière, évidemment, en valeur relative sur le ratio, et on est à des montants très faibles sur les régions et assez faibles sur les départements. Et, conclusion aussi supplémentaire, l'autonomie fiscale a baissé sur ces dernières années. Peut-être pour résumer visuellement, et j'espère que ce graphe, alors vous ne l'avez pas, je viens de le rajouter, et vous l'avez sur l'écran, il résume un petit peu avec ces poupées russes. Donc, les ressources globales des collectivités, c'est de l'ordre de 272 milliards, là où leurs dépenses sont de l'ordre de 300 milliards, vous le savez. Le périmètre de l'autonomie financière, c'est 200 milliards, c'est l'ordre de grandeur, et le périmètre de l'autonomie fiscale, c'est de l'ordre de 80 milliards. Donc vous retrouvez les principales ressources au niveau d'autonomie fiscale, la TH, c'est pas TH, pardon, c'est TF. C'est pas TH, c'est TF et TH, et en revanche c'est THRS. Se rajoute pour calculer l'autonomie financière, donc le transfert d'impôts nationaux, la TVA, la TICPE, et se rajoute pour compléter le panier de ressources des collectivités, à la fois les PSR, évidemment, le FCTVA, la DGF, etc., etc. Ensuite, pour essayer d'objectiver toujours le débat, j'ai récapitulé là
l'ensemble, je crois, j'ai essayé d'être exhaustif, l'ensemble des modifications qui ont été faites lors des différentes réformes fiscales ces 8 dernières années, en commençant avec le relèvement du plafond des DMTO. Vous avez, pour chacune de ces modifications, donc vous voyez par exemple la suppression de l'ATH pour les communes, la suppression de l'ATH pour les EPCI, la suppression de la DGF pour les régions. Donc vous avez les principaux mouvements, enfin même tous les mouvements qui ont été faits, la suppression de la CVAE. Vous avez la ressource de remplacement pour ceux qui ne s'en souviennent pas, l'année où ça a été fait et les montants dont on parle, les montants en jeu. Et vous avez à chaque fois l'impact sur l'autonomie financière et sur l'autonomie fiscale. Je le répète, je suis désolé, je suis un peu lourdingue sur le sujet, mais l'autonomie financière, on sait ce que c'est. L'autonomie fiscale, je n'en fais qu'une proposition. Convaincre, c'est l'art de la répétition. Non, mais je veux surtout pas, parce que quand je parle d'autonomie fiscale, je veux juste être modeste, puisque c'est une définition que je propose, mais qui n'existe pas. C'est pour ça que je veux rester humble sur les conclusions qu'on pourrait en tirer. Et vous voyez que, pour prendre quelques exemples, que par exemple, quand on supprime la TH sur la résidence principale des communes et qu'on le remplace par de la taxe foncière, ça n'a pas d'impact sur l'autonomie financière et ça n'a pas d'impact sur l'autonomie fiscale. C'est un impôt sur lequel on a un taux qu'on remplace par un impôt sur lequel on a un taux. En revanche, quand on supprime la taxe foncière, la part départementale qui va être commune et qu'on la remplace par de la TVA, ça n'a pas d'impact sur l'autonomie financière, puisqu'on remplace une ressource dynamique par une ressource dynamique, mais ça a un impact sur l'autonomie fiscale, puisque j'ai un pouvoir de taux sur la taxe foncière, je ne l'ai pas sur la TVA, donc mon autonomie fiscale telle que je la propose est modifiée. Quand on a divisé par 2 les valeurs locatives des établissements industriels sur la CFE et la taxe foncière sur le bâti, à la fois pour les communes, à la fois pour les EPCI, et qu'on l'a remplacé par un PSR, là on a eu un double effet, un effet négatif sur l'autonomie financière et un impact négatif sur l'autonomie fiscale. Donc voilà, j'ai essayé d'être, là aussi, c'est objectif, et ça n'a pas de... on peut évidemment en discuter, je suis à votre disposition pour détailler ces éléments, mais voilà. Rapidement, pour commenter ça, je viens de le faire. Donc, la suppression de la taxe d'habitation, c'est neutre sur l'autonomie financière et l'autonomie fiscale. La taxe d'habitation pour les EPCI, c'est neutre pour l'autonomie financière, mais c'est négatif pour l'autonomie fiscale. La taxe foncière pour les départements, c'est neutre sur l'autonomie fiscale, mais c'est négatif sur l'autonomie fiscale. Et la suppression de la CVAE, c'est neutre pour l'autonomie financière, mais aussi pour l'autonomie fiscale, car de toute façon, la CVAE n'était pas dans l'autonomie fiscale, puisqu'il n'y avait pas de pouvoir de taux dans les mains ni des départements, ni des régions. Voilà, donc rapidement, un aperçu de l'état de l'art, si vous me permettez l'expression, sur l'autonomie financière, d'un certain nombre de propositions et de chiffres pour essayer d'objectiver sur l'autonomie fiscale. Et puis, là, je fais un peu de... Évidemment, là, on est un peu dans l'interprétation, mais vous le vivez tous avec vos élus aujourd'hui. Il y a ce sentiment continu, légitime de nos élus, qui est que, voilà, ils ont ce sentiment d'être dépossédés d'une partie de la maîtrise de leurs recettes. Et on a vu que ce n'était pas aussi clair que ça, qu'effectivement, l'autonomie fiscale, telle qu'on pourrait la définir, a un peu baissé pour le bloc communal de 5 points, mais que l'autonomie financière, elle, a augmenté, c'est-à-dire les ressources qui sont à leur disposition. Plusieurs remarques, et vous avez probablement d'autres explications qu'on peut rajouter à cette liste, c'est que, en fait, fondamentalement,
les élus voient bien que le levier fiscal est un peu au bout de la fiscalité locale. Ils ont effectivement un pouvoir de taux sur la taxe foncière, mais ils considèrent que le poids des impôts sur leurs concitoyens est un maximum acceptable. Et il y a évidemment un certain nombre, à peu près 10% cette année, qui l'ont encore utilisé, mais les élus, dans la mesure du possible, n'utilisent pas ce levier fiscal. On voit aussi que sur le long terme, les élus du bloc communal ont perdu des leviers d'action fiscaux, comme la taxe professionnelle et la taxe d'habitation sur la résidence principale. Donc ça, c'est un effet réel. Le niveau d'autonomie fiscale du bloc communal porte sur environ 40% des recettes, donc qui est quand même très inférieur à ce qu'il est sur l'autonomie financière. Donc de toute façon, sur l'ensemble de leurs recettes, ils n'ont cet effet levier sur le taux que sur à peu près 40% de leurs recettes. La suppression de la DGF, la baisse de la DGF de l'ordre de 25% de 11 milliards entre 2014 et 2017 a aussi certainement laissé des traces, puisque ça a baissé de manière significative les recettes effectives des collectivités et donc le sentiment qu'elles avaient sur les marges de manœuvre financières. Et puis, cinquième point, c'est que sur un certain nombre de recettes, les taux sont au plafond, sont au maximum, et donc là aussi, elles ont le sentiment que, même si elles ont un pouvoir de taux, qu'elles ne peuvent pas l'utiliser plus à même. Pour conclure, mes chers collègues, quatre conclusions et 3 propositions pour terminer donc cette communication. La première conclusion, c'est que l'autonomie financière est la seule définie et protégée par la Constitution. Elle est en croissance continue depuis 2003 sur les 3 niveaux de collectivité territoriale. Deuxième conclusion, l'autonomie fiscale n'a en revanche ni d'existence constitutionnelle, ni d'existence pratique de définition officielle. Je propose d'ouvrir des travaux pour que nous ayons une définition de ce que c'est le pouvoir fiscal, l'autonomie fiscale. Et avec la proposition que j'ai proposée, on a, pour le bloc départemental et le bloc communal, une baisse de l'autonomie fiscale et une stabilité à un niveau très bas pour les régions. Troisième conclusion, dans l'ensemble, les réformes de la fiscalité locale depuis 2014 ont eu un impact neutre sur l'autonomie financière, voire légèrement positif, et n'ont pas affecté le dynamisme des recettes des collectivités territoriales. En revanche, cet impact a été plutôt négatif sur l'autonomie fiscale. Enfin, quatrième conclusion, le sentiment global de perte de maîtrise de leurs recettes anime les élus, on l'a vu. Il importe d'en comprendre les raisons qui peuvent être, dans certains cas, indépendantes de la fiscalité locale. Je pense en particulier à la baisse de la DGF qui a été assez massive. Après ces 4 conclusions, 3 recommandations. Donc, recommandation 1, convenir d'une définition claire et précise de l'autonomie fiscale. Il faut le faire, évidemment, avec les élus et avec les collectivités territoriales. Recommandation numéro 2, là aussi, pour le coup, qui est discutable, mais j'ouvre la discussion. Est-ce qu'on veut le constitutionnaliser, c'est-à-dire est-ce qu'on veut, comme on l'a fait pour l'autonomie financière, dire qu'il y a un plancher sous lequel on ne peut pas aller, qui serait donc une contrainte vis-à-vis de l'État sur les ressources propres des collectivités territoriales. Il y a une discussion aujourd'hui sur une réforme constitutionnelle. Enfin, on remet, je crois, l'ouvrage sur la table. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Fondamentalement, ça revient à protéger la taxe foncière pour le bloc communal. C'est ça l'impact numéro 1 que ça aurait. Puis troisième réflexion, parce que je comprends bien que aujourd'hui ce sujet des recettes fiscales est un sujet assez complexe. On ne peut pas simplement isoler l'autonomie financière et l'autonomie fiscale d'une réflexion plus globale sur les ressources des collectivités territoriales, sur la nécessité pour les collectivités territoriales de bénéficier de recettes dynamiques, de recettes propres qui leur permettent
évidemment, en toute indépendance, de déployer leur politique publique. Mes chers collègues, je vous remercie.